Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire d'aujourd'hui. Merci d'être présents aussi nombreux ce matin pour suivre ce webinaire donc dédié à l'éco-conception en plasturgie, qui est présenté donc par nos experts en économie circulaire. Pour information, donc, vous allez pouvoir télécharger la présentation d'aujourd'hui dans la partie documents à télécharger. Et vous pouvez également nous poser vos questions par écrit tout au long du webinaire. Nous allons répondre en fin de présentation, donc restez bien jusqu'à la fin avec nous. Donc pour poser vos questions, vous avez un petit onglet qui s'appelle questions, chat, et c'est ici que ça se passe. Voilà, étant donné que nous avons un programme chargé, je vais sans plus attendre laisser la parole à Rémi Lortuard et à toute l'équipe qui va pouvoir se présenter. Voilà, Rémi, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est d'essayer de remettre en perspective toutes les questions qui tournent autour de l'éco-conception et notamment tous les sujets dont vous avez déjà entendu parler, en fait de l'ACV à l'économie circulaire, l'éco-conception, les réglementations ou encore ce que vous avez pu entendre très régulièrement ces derniers temps, le réchauffement climatique, de comprendre un petit peu comment tout ça, ça s'articule. Et c'est un peu là-dessus qu'on va essayer de vous apporter des informations. Pour ce faire, hop là, je pense que vous devez voir ma présentation. Oui. Et donc, on fera une présentation donc en deux temps. Une première partie pour vous bien comprendre les raisons qui poussent à s'engager dans l'éco-conception et une deuxième partie sur la démarche, comment on met en place tout ça. Sur les raisons, globalement, on parlera des impacts environnementaux et comment on passe du modèle économique linéaire à l'économie circulaire. On vous remettra un peu en perspective l'éco-conception au milieu de tout ça. On essaiera de voir ensemble comment est déjà déployer l'éco-conception dans l'industrie et puis on parlera un peu réglementation. Et puis dans la partie démarche, on parlera un peu de tout ce qui est impératif pour engager une démarche, les outils associés et on terminera par une partie sur les financements associés à l'éco-conception. Pour ça, bien sûr, le sujet est très vaste et je ne suis pas seul. Je laisse chacun des différents intervenants se présenter, en commençant par Justine. Alors bonjour à tous, je m'appelle Justine Glose et je travaille au service recherche économie circulaire d'IPC en tant que chargée de mission économie circulaire avec une thématique plus basée sur l'ACV. Bonjour à tous, Laura Clica. Donc, je suis également au service recherche en qualité de chargée de mission économie circulaire et moi je suis davantage spécialisée sur tout ce qui est la prévention, gestion des déchets plastiques. Bonjour à tous, donc pour ma part, je suis Julie Perron, chargée d'affaires en économie circulaire au service relations clients et je me suis notamment occupée du montage des dossiers hors plast auprès de l'ADEME, ce qui me confère une bonne notion des dispositifs à l'heure actuelle qui puissent vous aider. Bonjour à tous, Ewen Rondon, je suis chef de projet au sein de l'équipe ACV d'IPC. Je travaille aussi sur les sujets d'éco-conception. Donc Rémi Lortuard, je travaille au service développement de plasturgie en tant que référent sur les questions d'éco-conception. Donc je vous propose de directement démarrer par les raisons qui poussent à s'engager dans l'éco-conception et on va directement entamer par les impacts et bien comprendre tous les impacts qui sont présents dans le développement des produits. Ah oui, donc je vais entamer en présentant d'abord ce que c'est l'économie linéaire et ses impacts. Donc le cycle de vie d'un produit, là je me suis concentrée sur un produit qui utilise des produits plastiques, donc par exemple une automobile. Donc une automobile, tout au long de ce cycle de vie, elle passe par plusieurs étapes. Il y a tout d'abord l'extraction des matières premières, la fabrication du produit, la distribution, l'usage, le fait de la conduire, et enfin la fin du cycle. Tu peux passer, Rémi. Donc au début, on a l'extraction des matières premières. Donc je me suis concentrée sur la fabrication des matériaux plastiques et aussi pour créer un produit plastique, on a besoin d'énergie.
Donc pour commencer, donc les matériaux plastiques, ils sont soit pétrosourcés, soit biosourcés, en sachant que environ 1% des plastiques fabriqués dans le monde sont biosourcés. Donc on va d'abord se concentrer sur les impacts du pétrosourcé parce que ce sont les plus répandus. Donc comme vous devez le savoir, le pétrole est une ressource non renouvelable, donc l'extraction de pétrole provoque l'épuisement de ressources naturelles. Et enfin, son raffinage mène à des émissions de CO2 et de polluants atmosphériques tels que les particules, le dioxyde de soufre, les COV, etc. Pour le biosourcé, on a tendance à le voir comme plus vertueux, mais il a aussi des impacts sur l'environnement, notamment la dégradation des milieux naturels, notamment avec la déforestation, l'usage de pesticides. Il y a aussi des conflits d'usage avec les autres produits qui ont besoin de matériaux biosourcés, donc notamment l'alimentation. Et il y a aussi la consommation d'eau pour la culture des parcelles et également la pollution de l'eau, par exemple, à cause de l'usage des pesticides. Et donc ensuite, non, excuse-moi. Donc pour fabriquer des produits, il faut aussi extraire de l'énergie. Là, je vous ai mis un petit graphique juste pour montrer que globalement, la consommation d'énergie a grandement augmenté depuis le début de l'ère industrielle en 1850. Et que même si on a créé des nouveaux modes de consommation d'énergie tels que le solaire, l'éolien, etc., ils n'ont pas remplacé le pétrole ou le charbon, mais ils se sont substitués. Donc pour l'instant, la consommation d'énergie est aussi extrêmement impactante parce qu'on utilise souvent des énergies fossiles. On peut passer. Ensuite, donc, il y a la phase de fabrication du produit. Donc c'est là où on va faire l'automobile à partir du plastique. Donc on va faire les procédés de mise en forme du plastique. Donc ces procédés consomment de l'électricité, de la chaleur, des matières premières, là, qui sont notre plastique qu'on a présenté précédemment, et aussi de l'eau. Et ils provoquent aussi le rejet de substances chimiques, par exemple des COV lorsqu'on chauffe les plastiques, et aussi des déchets comme les rebuts. Et donc, je vous ai juste mis une petite infographie à droite pour montrer que lorsqu'on fabrique un produit, on utilise beaucoup plus que le poids du produit. Donc, par exemple, pour un ordinateur de 2 kg, on implique l'utilisation de 800 kg de matières premières, 1,5 tonnes d'eau, 240 kg d'énergie fossile et 22 kg de produits chimiques. Donc, la fabrication a aussi un grand impact dans son utilisation des ressources. Donc ensuite, on a la phase de distribution qui n'est pas spécifique aux produits plastiques, mais en général, dans la logistique, on peut noter qu'il y a les impacts liés aux infrastructures pour la distribution et aussi au transport. Donc pour les infrastructures, il faut fabriquer les bâtiments, donc ça est pour cause de l'artificialisation des sols et la consommation de ressources pour les fabriquer. Et ensuite, il y a tous les transports des produits qui causent l'émission de CO2 et de polluants atmosphériques et qui consomment des ressources principalement fossiles. Pour l'usage, donc là, dans le cadre de la voiture, l'usage a un impact. Par exemple, si c'est une voiture thermique, il y a la consommation de carburant. Si c'est une voiture électrique, consommation d'électricité. Mais la phase d'usage pour certains produits plastiques n'a pas du tout d'impact car elle n'implique pas de consommation d'énergie. Cependant, elle peut avoir un grand impact sur l'impact global du produit, notamment sur comment l'utilisateur va l'employer. Donc, par exemple, pour les plastiques, il y a la durée de vie qui peut beaucoup augmenter l'impact du produit, dans le sens où 80% des plastiques mis sur le marché deviennent des déchets au bout d'une année. Et il y a aussi le taux d'équipement, donc c'est-à-dire que les ménages consomment beaucoup plus qu'avant. Donc c'est dans le comportement du consommateur, avec comme statistique de l'INSEE que la consommation annuelle est 3 fois plus élevée qu'en 1960. Et enfin, nous avons l'étape de fin de vie qui est sûrement la plus critique pour les plastiques, dans le sens où c'est la phase qui est la plus décriée.
Selon Paprec, sur les 1,9 million de tonnes de déchets plastiques qui sont jetés chaque année, il n'y a que 26% qui est recyclé. Donc, c'est les statistiques globales, pas seulement emballage. Et ensuite, il y a 32% d'enfouis et 42% d'incinérés. Donc, pour ce qui est de l'impact de chaque scénario, le recyclage, c'est surtout lié à la consommation d'énergie. L'incinération, c'est l'émission de CO2 et de polluants atmosphériques. Et l'enfouissement ou la mise en décharge, le principal risque est la pollution plastique et microplastique, dont on ne connaît pas encore totalement l'impact à court et long terme, mais on sait que ça peut avoir des effets sur la biodiversité par l'ingestion de plastique ou la santé humaine avec la découverte récente de nanoplastiques dans le sang. Donc vous verrez dans la petite infographie en bas à droite qu'on considère qu'en 2050, il y a un risque qu'il y ait autant de plastique que de poissons dans l'océan. Poursuivre. Donc en conclusion, ces impacts-là, que ce soit une économie linéaire ou circulaire, donc le changement climatique, la réfraction des ressources, l'impact sur la biodiversité ou l'impact sur la sûreté humaine restent les mêmes. Mais le fait que ce soit une économie linéaire, ça fait qu'on consomme plus et donc que ces impacts sont amplifiés. Tu peux poursuivre. Donc, au-delà d'impact environnemental, le problème de l'économie linéaire, c'est aussi la perte immédiate de valeur du produit après son usage, qu'on peut voir avec la théorie de la value wheel, donc qui montre bien que le produit gagne en valeur pendant sa fabrication, sa distribution, etc. La valeur stagne dans l'usage et dès que l'usage est terminé, le produit est jeté, donc perd immédiatement de sa valeur. Donc, tu peux passer. Pour répondre, donc, la Value Wheel propose de la changer grâce à l'économie circulaire. Donc, par exemple, lors de la phase de pré-usage, donc l'idée, c'est de baisser les impacts du produit. Est-ce que tu peux passer, Rémi? Voilà. Donc, totalement grâce à des approvisionnements durables, en utilisant de la matière recyclée ou du biosourcé. Grâce à l'écologie industrielle et territoriale, qui est le fait que les déchets d'une usine ou les chutes d'une usine deviennent la ressource d'une autre, et aussi avec l'emploi de circuits de distribution de proximité. Ensuite, pendant la phase d'usage, l'idée est d'optimiser cette phase, donc grâce à la réparation, en partageant l'usage du produit, aussi grâce à la consommation responsable, donc par exemple pour la voiture, de pratiquer l'éco-conduite, etc. Et aussi grâce à l'économie de la fonctionnalité, qui est le fait que l'entreprise maintenant ne vende plus seulement le produit, mais vende le service qu'il y a avec pour en fait un peu décorréler, découpler la croissance de l'entreprise et la croissance de fabrication. Et enfin, pour ce qui est de la phase post-usage, l'idée, c'est de faire en sorte que le produit perde le moins vite possible de sa valeur en créant des boucles. Donc, la première boucle, c'est le réemploi. Donc, selon l'ADEME, le réemploi, c'est le fait de redonner une autre vie au produit sans qu'il passe par la case déchets. Donc, le produit est mis dans une structure dédiée au réemploi. La réutilisation, le produit est passé par la phase déchets, mais le produit subit une phase de traitement. Par exemple de contrôle ou de nettoyage pour être remis sur le marché. Le reconditionnement, c'est le fait de remplacer certaines parties du produit pour qu'il soit à nouveau utilisable. Et enfin, la dernière stratégie, c'est le recyclage-compostage pour revenir à la phase matière première du produit. Donc dans tout ça, on peut se demander où on peut placer l'éco-conception. Donc est-ce que ça intervient pré-usage, usage ou post-usage? Et donc Rémi va vous expliquer comment la conception intervient. Voilà, donc globalement, si on reprend des schématisations de l'ADEME de manière circulaire sur les 7 piliers de l'économie circulaire que Justine vient de vous présenter, globalement, on peut remettre ça en perspective par rapport à un développement produit où on part globalement du besoin client en s'appuyant sur la réglementation et on essaye de balayer tous les piliers de l'économie circulaire, donc économie de la fonctionnalité symbiose industrielle qui va plus nous donner une idée sur
sur le contexte de l'entreprise et le modèle économique de l'entreprise, et puis après s'attacher à tout ce qui est choix de conception. Avec l'allongement de la durée d'usage, l'approvisionnement durable et le recyclage, pour aboutir finalement à une consommation responsable, à mettre sur le marché des produits responsables. Globalement, l'éco-conception, c'est finalement le fait de balayer l'intégralité de ces piliers. On peut voir l'éco-conception comme le moyen finalement de produire les produits les plus circulaires possibles. Et donc, on prend bien en compte le fait de réinterroger son besoin et la pérennité de celui-ci, et puis d'intégrer systématiquement dans les processus de conception. Si jamais vous souhaitez davantage d'informations sur l'économie circulaire, il y a déjà eu un webinaire présenté par IPC sur ces sujets-là, et vous retrouvez le lien dans la slide en haut à droite. Maintenant, le tout, c'est de savoir si ces bonnes pratiques sont déjà appliquées, et pour ça, Julie va nous faire un petit état des lieux. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'approprient la démarche d'éco-conception. On note beaucoup d'exemples qui sont développés dans le secteur de l'emballage, mais ces exemples sont déclinables dans d'autres secteurs. Je pense notamment à la réduction de la quantité de matière utilisée par des allègements ou du moussage, comme on peut le faire chez IPC. Le choix de matériaux recyclés ou biosourcés dans l'élaboration de nos éoliennes ou de petites pièces de nos électroménagers. On a également un nouveau rapport sur tout ce qui concerne nos procédés, notamment aux consommations et aux pertes d'énergie qui sont engagées dans ces procédés de fabrication. Et enfin, pour tout ce qui est usage et fin de vie, on va avoir tendance à les repenser avec le développement de produits plus durables dans le temps ou modulaires pour pouvoir faciliter leur réparation par la suite. D'après les derniers rapports de l'ADEME et du Capgemini, Rémi, si tu peux, merci. L'économie circulaire et notamment l'éco-conception serait intégrée dans 1/4 des entreprises dans le monde et représenterait 1/3 des entreprises en France. Donc on est légèrement au-dessus de la moyenne mondiale en France, ce qui est assez encourageant pour la suite. Et donc, on peut retenir pour principale motivation, la première, ce serait les convictions internes, que ce soit celles des dirigeants des entreprises ou même des employés qui motivent le changement. On a également ce qui correspond un peu plus au contexte actuel, tout ce qui est contexte économique et énergétique, qui incite à revoir les procédés et les dépenses au sein de l'entreprise. Et enfin, on va avoir tout ce qui s'attache à la réglementation, notamment avec tous les retardataires qui attendent un peu la dernière minute, entre guillemets, pour se lancer pour différentes raisons et qui vont faire face à cette réglementation qui est amenée à évoluer à l'avenir. Et donc, Laura va vous en présenter les détails. Bonjour, donc bien évidemment, la réglementation, c'est l'un des premiers leviers pour faciliter l'éco-conception des produits plastiques. Donc, je vais vous faire un panorama rapide des mesures phares qui sont en lien avec l'éco-conception et notamment l'un des dispositifs bien connus en France qui permet de favoriser cela, ce sont les filières REP, donc à responsabilité élargie du producteur. Ce sont des dispositifs basés sur le principe de pollueur-payeur que j'expliquerai un peu plus tout à l'heure. Et on voit donc en France qu'elles commencent, ces filières REP, en 1993 avec la filière qu'on connaît bien, des emballages ménagers qui, à l'époque, visaient donc à ce que les producteurs, notamment les personnes morales qui sont rendues responsables de la mise en marché des produits, puissent financer ou pourvoir, en tout cas, à la fin de vie des produits, notamment plastiques comme les emballages. Donc ça, c'est en 1993 avec les premières REP. Et puis au fur et à mesure, on a de plus en plus de catégories de produits qui ont été soumis à ces filières REP, que ce soit les équipements électriques et électroniques pour les plastiques, les dispositifs médicaux, etc., jusqu'en 2021 avec la REP sur le tabac. Et aujourd'hui, avec notamment la loi AGEC et les nouvelles dispositions, les filières REP s'attardent
plus sur une façon plus globale sur l'ensemble du cycle de vie du produit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filières REP visent à minimiser autant que se peut les impacts environnementaux des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie, que ce soit de la phase conception jusqu'à la fin de vie, mais en passant également par exemple, la phase d'usage, avec de nombreuses mesures qui sont en lien avec l'allongement de la durée d'usage des produits. Donc, cette loi AGEC a également permis de mettre en place de nombreuses filières REP en 2022. Donc, on a, en ce qui concerne les produits plastiques, la filière REP bricolage et jardin, sport et loisirs, jouets et bâtiments, qui sont toutes des REP qui sont en train de s'opérationnaliser actuellement. Et puis, on voit notamment qu'en 2023, il y a la REP sur les emballages professionnels de la restauration qui va avoir le jour et qui est notamment précurseur de la REP en 2025 qui sera sur les emballages industriels et commerciaux. L'objectif étant pour 2025 que l'ensemble des emballages, qu'ils soient ménagers, industriels, commerciaux, puissent être couverts par une filière REP. Pour passer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les filières REP sont basées sur un principe pollueur-payeur qui permet notamment de financer, comme je disais, que ce soit la gestion de la fin de vie, la communication pour les changements de comportement du consommateur, etc. Et notamment, l'une des premières motivations de ces filières REP, ce sont les éco-contributions, puisque les producteurs vont verser des montants à leurs éco-organismes, s'ils sont adhérents à des éco-organismes, pour financer tout cela. Et notamment ici, j'ai pris l'exemple des équipements électriques et électroniques ménagers. Et on voit bien que, par exemple, pour une tablette, l'absence de retardateur de flamme bromé, qui pourrait notamment entraver le recyclage, permet d'avoir un montant moindre pour le producteur et qui paie donc une éco-contribution diminuée. Donc, plus le produit est polluant et moins le producteur est amené à payer une éco-contribution qui est élevée. Donc, ça permet de favoriser autant que se peut l'éco-conception et aussi notamment de respecter la hiérarchie des déchets qui est définie au niveau européen, que vous pouvez voir sur la droite, et qui vise à éviter toute mise en décharge, voire récupération d'énergie, à favoriser autant que se peut la prévention jusqu'au recyclage. Passé. Et notamment, toujours en lien avec ces filières REP et avec l'avènement de la loi AGEC, on a des plans de prévention et d'éco-conception que les producteurs devront notamment faire remonter à leurs éco-organismes, qui viseront à mettre en place des plans pour réduire l'usage de ressources non renouvelables dans leurs produits, accroître l'utilisation de matières recyclées et bien évidemment améliorer la recyclabilité de leurs produits. D'autres mesures, là aussi, comme des fonds pour la réparation seront mises en place, notamment pour tout ce qui est équipement électronique, pour réduire le coût de la réparation pour le consommateur qui décide d'allonger la durée de vie, de favoriser l'allongement de la durée de vie de son produit en le ramenant chez un réparateur labellisé. Il y a aussi le fonds réemploi et réutilisation, qui là aussi va permettre de soutenir les acteurs qui réparent et donnent une seconde vie aux produits. Donc là, je parle bien évidemment des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc des recycleries et des ressourceries, qui sont des lieux qui permettent de réemployer les produits. Donc ce sont deux fonds qui sont financés par les contributions versées donc, aux éco-organismes. Pour passer. D'autres mesures qui sont en lien un peu moins direct avec les filières REP, mais qui sont liées, sont notamment le réemploi dans le secteur des emballages. Donc, comme je le disais, de nombreuses mesures sont en lien avec l'allongement de la durée de vie des produits. Et là, on voit notamment avec le décret qui est sorti sur la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement, en fonction du chiffre d'affaires du producteur. Il y a différents objectifs en 2023 jusqu'en 2027 pour des pourcentages de portion minimale d'emballage réemployé à mettre sur le marché français. Donc, ça varie en fonction du chiffre d'affaires, mais il faut surtout retenir qu'en 2027, l'objectif national est qu'il y ait 10% d'emballage
réemployés ou réutilisés mis sur le marché en 2027. Pour passer. Une autre mesure qui fait office aussi de levier pour favoriser notamment l'allongement de la durée de vie des produits, mais aussi l'intégration de matières recyclées, c'est celle sur la commande publique, puisque les biens acquis annuellement par les services de l'État et les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements devront être issus du réemploi, de la réutilisation ou en tout cas intégrer de la matière recyclée, que ça soit de 20 à 100%. Donc là, j'ai fait un extrait du tableau qui est beaucoup plus large, mais comme on peut le voir, nous avons les téléphones mobiles, nous avons les jeux, les jouets, par exemple des chaises qui peuvent être également en plastique et pour répondre au marché public, il faudra bien évidemment favoriser autant que se peut des objets qui intègrent de la matière recyclée ou en tout cas qui sont suffisamment durables pour qu'ils puissent être réemployés ou réutilisés par la suite. Je passe donc la main à une partie un peu plus opérationnelle sur les démarches d'éco-conception. Voilà, donc là, on en termine avec la première partie sur les raisons qui poussent à s'engager dans l'éco-conception. Le fait que, globalement, il y ait beaucoup de réglementations qui aillent dans ce sens-là. Le législateur s'est emparé de ces questions pour justement pallier à tous les impacts qu'on a vus en première partie. Et globalement, l'industrie a déjà commencé à basculer. Maintenant, comment on fait concrètement pour réussir à déployer ça? Ça peut avoir l'air exorbitant la quantité de travail à faire pour réussir à intégrer toutes ces réglementations, mais globalement, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui existent pour nous aider dans cette démarche et que globalement, ça ne révolutionne pas la conception en tant que telle. Si on repart d'un principe de conception standard, on a un besoin pour développer un système qui répond justement à ce besoin. On va définir par l'analyse fonctionnelle les différentes fonctions principales et les contraintes associées. C'est-à-dire, hier, l'environnement était une de ces contraintes, soit pour que le système y résiste, soit pour qu'il le respecte, l'environnement. Ça découlait vers un cahier des charges et potentiellement pour pallier à tous les problèmes éventuels, on faisait un AMDEC et on fera toujours un AMDEC pour assurer la qualité et la fiabilité du produit, dans un but d'anticiper justement tous les problèmes. Et globalement, aujourd'hui, c'est de se dire, l'éco-conception, en fait, c'est comment on fait pour anticiper les impacts environnementaux que notre produit va avoir. Donc finalement, il faut voir les impacts environnementaux comme une nouvelle défaillance du produit. Et l'objectif, ça va être de rechercher finalement toutes les solutions qui vont permettre de minimiser ces impacts. Ce qui fait que, voilà, on ne révolutionne pas par l'éco-conception les méthodes de conception. Par contre, on rajoute un paramètre à vérifier systématiquement dans les solutions qu'on va proposer pour être capable de faire les meilleurs choix sur les solutions qui ont le moins d'impact possible. Pour ça, il nous faut forcément une équipe pluridisciplinaire et un élan insufflé par la direction. Parce que globalement, il va falloir que chacun se sente responsable de traiter ces questions. Donc c'est pour ça qu'il faut que la direction insuffle cet élan afin que chacun ait des objectifs sur ces paramètres. Et donc, un groupe de travail pluridisciplinaire, ce qui permettra globalement à chacun de se poser la question dans son périmètre de quelles sont les solutions à mettre en place pour qu'on puisse avoir sur la table le maximum de solutions potentielles et de voir à faire les meilleurs choix. Donc, globalement, on parle des achats. Quand on a vu un petit peu les différents piliers de l'économie circulaire, on passe bien par les achats, par le commerce, le bureau d'études, le process, le marketing pour réussir à mettre tout ça en musique et à réussir à sentir le besoin et les demandes changer de la part de la clientèle. Le client pour voir ce qu'il est prêt à prendre aussi comme engagement dans cette démarche. Donc voilà, l'objectif à ce stade, élargir la quantité de solutions qu'on met sur la table. Et dans un deuxième temps, se poser les questions sur l'ensemble du cycle de vie. Donc pour chacun des participants de ce groupe de travail, se poser les questions sur l'ensemble du cycle de vie, sur les différents items qu'on a pu voir dans la première partie. OK, sur qu'est-ce qu'implique la solution que je propose sur les différentes étapes du cycle de vie. Et pour l'évaluer, on regarde autant les différentes étapes du cycle de vie que différents critères. Parce que si on se focalise potentiellement que sur un seul paramètre, on risque finalement de trouver une solution qui soit favorable d'un côté, mais qui pénalise un autre critère ou potentiellement une autre phase de cycle de vie. Donc, c'est à cette étape-là, finalement, que toutes les solutions qu'on aura mises sur la table, on les évalue pour
tirer les meilleurs compromis. Il y a rarement de solution idéale qui fait systématiquement baisser tous les indicateurs, que ce soit sur les différentes phases de vie ou sur les différents critères, mais le tout étant de trouver le meilleur compromis qui va permettre de minimiser au global l'impact sur l'environnement. Et pour ça, on a un certain nombre d'outils à disposition pour nous aider dans ce travail. Alors effectivement, comme l'a dit Rémi, lorsque vous initiez une démarche d'éco-conception, vous n'êtes pas livré à vous-même. Il existe tout un tas d'outils qui va vous permettre de cadrer et accompagner votre étude. Donc ces outils peuvent être multi ou monocritères, dominante qualitative ou quantitative, peu importe, et ils sont un peu résumés avec l'illustration à l'écran. Actuellement, chez IPC, notre activité, elle se concentre sur deux de ces outils. Le premier étant la checklist à gauche, qui va, donc c'est un outil qualitatif, multicritère, qui permet d'identifier les actions potentielles que l'on peut mettre en œuvre pour éco-concevoir son produit et minimiser l'impact environnemental. Le deuxième outil va être l'ACV, donc analyse du cycle de vie, qui doit vous être familier actuellement, et qui va nous permettre de chiffrer le bénéfice environnemental des actions identifiées via la checklist. Alors, dans l'autre sens. Ouais. Donc, au vu de leur nombre de ces outils, on peut se demander quand et comment les utiliser. Et donc, pour essayer d'illustrer la chronologie d'une démarche d'éco-conception, on a fait le parallèle entre l'éco-conception et le process créatif qu'on associe généralement au design. Donc, avec cette représentation en double diamant. Ça permet de cadrer un petit peu la chronologie qu'on va avoir quand on déroule une démarche d'éco-conception. Donc, en partant d'un problème initial, qui ici va être l'impact environnemental d'un produit, des étapes dites de divergence et de convergence vont se succéder jusqu'à atteindre une solution qu'il faudra tester. Donc, la première phase, dite d'immersion, va chercher à identifier les actions potentielles que l'on peut entreprendre. Donc, pour ce faire, on va commencer par bien comprendre le système que l'on étudie. On va chercher à comprendre l'entreprise, les fonctionnalités du produit, les besoins de l'utilisateur, etc., etc. On essaye ici de considérer le système de manière la plus large possible, le plus global possible. Et ensuite, on va pouvoir utiliser un des outils d'éco-conception mentionnés précédemment avec la checklist. Alors, je veux bien que tu laisses la slide avant. Donc, basé sur le principe des 3 R, ou 4, ou 5, ou 7, ou 9, en fonction de qui en parle. Donc, nous, on a Reduce, Reuse et Recycle. Et avec une série de questionnements, la checklist va nous permettre d'identifier un grand nombre d'opportunités d'innovation qu'il va ensuite falloir trier. Et là, vas-y, tu peux passer. Parce qu'effectivement, des fois, il faut choisir ses batailles. On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps et on ne peut pas résoudre tous les problèmes qu'on a sur notre produit en termes d'impact environnemental. Donc, en identifiant la principale source d'impact de son produit, on peut s'assurer de mettre ses ressources au bon endroit. Donc, c'est là où il y aura le plus de gains environnemental. On peut alors avoir recours à l'ACV. Donc, l'illustration ici, elle provient de CIMAPRO, qui est un logiciel expert d'ACV au même titre que Gabi. Et le graphique nous donne la contribution des impacts par étape du cycle de vie sur un produit fictif. Donc, chaque couleur correspond à une étape du cycle de vie que vous avez présentée à Justine au préalable. Ici, sur ce graphe-là, ça va être l'étape en vert qui représente le plus d'impact et elle correspond à l'impact des matières premières. Donc, dans une première démarche d'éco-conception, un côté innovation incrémentale plutôt, on va chercher à réduire l'impact de la matière première et donc améliorer cet aspect du produit. Donc, maintenant que nous avons ciblé notre challenge, il faut générer des solutions. Donc, on rentre alors dans une nouvelle phase divergente avec l'étape d'idéation. Alors là, le mot-clé, ça va être le brainstorming qu'on utilise à tort et à travers. Alors, généralement, le brainstorming va se faire en interne chez le client, donc dans votre entreprise directement. IPC peut tout de même y participer en donnant des clés pour l'organiser de manière efficace ou même en proposant des idées. Mais voilà, généralement, il se fait de manière extérieure à IPC. Alors, générer des solutions, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir, c'est bon. Encore faut-il pouvoir choisir la meilleure. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'outils à notre disposition. Le plus simple, je dirais, c'est la matrice de décision à gauche. Donc, c'est des critères plutôt empiriques que l'on va pondérer, puis essayer de donner un score en fonction des différentes solutions.
Le deuxième va être la roue de Brézet, qui est un classique en éco-conception. C'est une représentation qui permet de visualiser rapidement les avantages que peut présenter une solution par rapport à une autre. Donc ici, la solution qui est imagée par le trait pointillé vert, on a gagné en recyclabilité, en réemploi, en engagement matière, etc. Et le dernier outil va être de nouveau l'ACV, où là, on va pouvoir comparer quantitativement l'impact environnemental d'une solution A et d'une solution B. Alors cette fois-ci, l'illustration, elle provient de C3R Impact, qui est un outil d'ACV simplifié développé par IPC. Si vous souhaitez en savoir plus sur C3R Impact, je vous invite à regarder le webinaire que nous avons tenu en juin, il me semble, à ce sujet. Et donc, comme précédemment, vous avez un petit lien YouTube pour revoir ce webinaire-là. Et enfin, dernière étape de notre démarche d'éco-conception, une fois qu'on a identifié notre meilleure solution, il faut être capable de la mettre en œuvre. On rentre alors dans une compétence historique, je dirais, d'IPC, avec le prototypage via le choix des matières, via la simulation numérique, de l'optimisation process, etc. Voilà un petit peu pour la démarche au global. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, ça peut paraître un peu lourd, ça peut paraître coûteux en temps, en argent, etc. Et c'est pourquoi je vais laisser Julie maintenant vous parler des aides et des financements associés à l'éco-conception. Alors, juste avant Julie, ça, il y a… Ouais. Vas-y, Frédéric, parfait. Un petit sondage, oui, on voulait vous poser une petite question par rapport à toutes ces présentations, à savoir, donc, est-ce que vous êtes intéressé par la présentation d'un cas pratique sur les sujets qui viennent d'apparaître ci-dessous, donc choix des matériaux, simulation numérique, optimisation. On vous laisse quelques secondes pour répondre et puis ensuite on passe la main à Julie. Ok. Eh bien, la réponse est oui. Voilà, j'ai une bonne partie des personnes présentes qui ont voté. Merci à tous. Voilà, je vais fermer le sondage. Et je laisse la main donc à Julie. C'est à toi. Merci beaucoup Frédéric. Effectivement, vous trouverez actuellement plusieurs aides proposées par l'ADEME pour pouvoir financer votre projet. Donc, ces aides sont souvent menées en collaboration avec les régions, notamment le pôle éco-conception et la BPI. Donc, tu peux passer, Rémi. Globalement, ces aides vont dépendre de la nature et de la maturité de votre projet. En effet, elles vont à la fois du pré-diagnostic et de la sensibilisation proposée par le dispositif Tremplin en bas à gauche, qui correspond au premier pas d'éco-conception, jusqu'aux démarches les plus avancées de déploiement et d'investissement d'éco-conception, donc qui sont représentées plutôt dans le diagnostic, la mise en œuvre et les investissements d'éco-conception. Donc, je vous propose de balayer ces dispositifs un à un pour en savoir un peu plus sur leurs détails. Donc, le premier dispositif dont je souhaite vous parler, c'est Tremplin, qui s'adresse plutôt aux petites structures avec des dépenses raisonnables qui vont correspondre à différentes études et investissements. Donc, ces études et investissements sont mentionnés dans un tableau annexe dont on parlera juste après, et dont les premiers pas en éco-conception font partie. Donc, Rémi, tu peux passer pour être sur le tableau. Donc, vous pouvez voir que ce tableau regroupe plusieurs types de projets, dont les premiers pas en éco-conception font partie avec une aide maximale de 5 000 € pour l'intervention d'un professionnel qui va former l'entreprise à la démarche. Mais il y a également d'autres possibilités dans ce tableau, comme pour les plasturgistes, la gestion des déchets par l'investissement dans un broyeur. Et donc, ce broyeur, de la même manière que la démarche d'éco-conception, a une aide maximale de 5 000 € pour le broyeur, mais ça représente déjà une aide assez intéressante. Et on a également le développement, par exemple, d'écolabels, qui sont une autre étape que je ne vous ai pas affichée ici, mais qui peuvent être intéressantes dans le cadre d'une éco-conception. Donc ensuite, pour aller plus loin que Tremplin, vous trouverez les dispositifs de diagnostic et de mise en œuvre de l'éco-conception.
Donc, ils s'adressent, quant à eux, à tout type d'entreprise et toute taille d'entreprise. Et le taux d'aide qui correspondra sera en fonction de la taille de cette entreprise, justement. Donc, en général, plus l'entreprise est petite, plus le taux d'aide est grand. Et l'étendue du projet va un petit peu déterminer ensuite l'assiette globale du projet, donc le plafond qu'il y aura sur la dépense. Donc en effet, il y a une assiette de dépenses plus grande pour la mise en œuvre qui, une fois le diagnostic établi et le plan d'action validé, va permettre d'explorer les différentes pistes retenues. Et donc ainsi, ces dispositifs engagent principalement des études et des expérimentations, mais aussi de la labellisation et de l'affichage environnemental. Donc, si vous avez besoin d'investir dans de nouveaux équipements pour développer l'éco-conception dans votre entreprise, il vous faudra plutôt passer par le dispositif investissement d'éco-conception. Alors, attention, ce dispositif n'est réalisable qu'à la suite ou dans le cadre d'une étude d'éco-conception, et ce, afin de prouver le besoin en investissement que vous soumettez. Donc, pour le reste, il répond aux mêmes critères que le diagnostic et la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout type d'entreprise et que les aides seront fluctuantes en fonction du projet et de l'entreprise. Donc, enfin, pour terminer avec ces dispositifs, s'il n'existe aucune solution déployable immédiatement dans l'entreprise, vous pouvez envisager de mener des projets de R&D. Et donc ça, ce serait plutôt dans le cadre de l'appel à projet Perfecto. Donc c'est un appel à projet qui est actuellement clos, mais qui réouvre chaque année sur une période donnée. Et donc le site est accessible pour pouvoir voir les conditions de déroulement de cet appel à projet, même si chaque année, les critères d'éligibilité peuvent être modifiés en fonction des budgets alloués à l'appel à projet. Donc, pour rappel, voici la définition de la taille des entreprises utilisées actuellement par l'ADEME. Je vous invite également à être attentif à l'évolution des dispositifs que je viens de vous présenter, car nous sommes en pleine transition entre le plan France Relance, qui a financé une partie de ces dispositifs, et le plan France 2030 qui commence tout doucement, entre guillemets, et qui va permettre d'en financer d'autres et d'allouer différents budgets sur de nouveaux dispositifs aussi qui pourraient être développés. Donc pour finir, n'hésitez pas à contacter les régions et à consulter leur site, car elles proposent souvent des aides complémentaires à celles de l'ADEME. Donc par exemple, l'ADEME va financer tout ce qui est machines, alors que la région va peut-être pouvoir vous financer la construction de bâtiments dans certains projets. Voilà, c'est un exemple pris à part, mais ça peut être une solution pour avoir une aide complémentaire. Et donc, ces différents soutiens et appels à projets proposés par les régions peuvent couvrir des problématiques assez variées, comme l'économie circulaire, l'éco-conception qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi la transition environnementale ou même le déploiement de l'innovation dans vos entreprises. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous solliciter pour vous aider à orienter votre projet vers les bons dispositifs ou même pour vous accompagner dans l'élaboration de votre dossier. Et je laisse la main à Rémi pour conclure. Voilà, on a peut-être un deuxième petit sondage justement par rapport à ces questions-là. Exactement. Alors voilà, je vais vous lancer le sondage. Donc, êtes-vous intéressé par un webinaire spécifique sur les solutions de financement? Je vous laisse un petit peu de temps pour nous répondre. Tout à l'heure, on avait un oui à 90%, donc c'était très net. Là, ça va peut-être dépendre de la clarté de mes explications et des informations trouvées sur les sites. Voilà, je laisse un petit peu de temps. Voilà, j'ai quand même une majorité de oui. 55%. Voilà, on va fermer le sondage et on va laisser la suite à Rémi. Très bien. Donc,
ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de vous remettre un petit peu de lien entre toutes les différentes notions qui tournent autour de l'économie circulaire et ainsi de suite. J'espère que ça vous a redonné un petit peu de compréhension et justement vous permettre de comprendre un petit peu la logique qu'il y a dans tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, aujourd'hui, l'éco-conception, s'il n'y a plus de questions à se poser, il faut la mettre en œuvre sur chacun de vos déploiements. Alors, pas tout en même temps. Il faut commencer déjà par un produit pour essayer de travailler les choses correctement. Et quand on a finalement éprouvé un petit peu la démarche, on peut vraiment s'engager et basculer vers une gamme de produits ou autre. Mais en tout cas, l'intérêt est indéniable pour le bien commun. On l'a vu sur la problématique des impacts. Et de toute manière, elle est poussée par le législateur qui s'attache de plus en plus à vérifier que les sujets sont bien pris en main et qu'on va bien dans le sens de la réduction. L'éco-conception, il faut aussi dédramatiser. C'est pas une révolution sur la façon de concevoir un produit. On reste sur des méthodes de conception classiques. Juste, comme je vous le disais, on rajoute la préoccupation environnementale dans le raisonnement et dans les matrices de choix qu'on fait à chaque fois qu'on fait un développement de produit. Et enfin, l'éco-conception, comme on a essayé de vous le démontrer, IPC a développé une vision un peu globale du sujet en s'appuyant sur des outils existants et en travaillant des sujets nouveaux comme par exemple la CV où on est assez pointu sur les réglementations et sur les financements. Venez chercher chez IPC ce dont vous avez besoin pour compléter les manques qui pourrait y avoir. On est à votre disposition pour réussir à remplir finalement les cases qui sont un peu manquantes dans vos structures pour vous permettre d'avancer sur ces sujets-là pour les intégrer au mieux. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'éco-conception. On peut passer maintenant à une phase de questions-réponses. Je ne sais pas si on a eu beaucoup de questions dans le chat. Et on est tous là pour essayer d'y répondre. Alors oui, donc c'est Justine qui parle. Nous avons quelques questions dans le chat. Donc je vais commencer une question sur la différence de consommation d'énergie entre la mise en forme de matières recyclées, biosourcées ou fossiles. Je suis pas non plus, je connais pas forcément le technique, mais il me semble que des tests qu'on a fait, la mise en forme d'une matière recyclée est plus facile car le Melt Flow Index est meilleur. Pour la matière biosourcée, je ne saurais pas me prononcer, mais en général, les plastiques sont mis en forme, par exemple en injection, etc., à peu près à la même température, enfin dans des plages de température assez proches pour que sur tout le cycle de vie, ça n'ait pas un impact, comment dire, ouais, voilà, globalement, ça va dépendre effectivement des températures de mise en œuvre de ces matières. On n'a pas des différences énormes et je ne suis pas sûr que finalement, voilà, il faudrait analyser un peu plus en détail, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, d'analyser un peu plus en détail les paramètres influents sur le process d'injection pour vérifier si ça change de 20-30 degrés d'une matière à l'autre. Je ne suis pas sûr que sur l'ensemble du cycle de vie, ça ait une importance majeure. Non, c'est ça. Pour ce qui est peut-être des consommations de l'utilisateur de matière, ça va peut-être jouer, mais pour l'analyse du cycle de vie, je dirais que c'est plutôt négligeable. Ensuite, on a eu une question sur la différence concrète entre réemploi et réutilisation. Donc, moi, je vais donner par exemple, vous avez un grille-pain, vous ne voulez plus l'utiliser. Si vous l'amenez dans une structure qui est dédiée au réemploi, donc par exemple un organisme d'économie sociale et solidaire, un dépôt-vente, un brocanteur, etc., qu'il accepte de vous le prendre en l'état et de le revendre directement, c'est du réemploi. Par contre, si vous le déposez dans une borne ou par exemple en déchetterie, et que derrière, du coup, il faut une phase de contrôle, de nettoyage ou de réparation pour qu'il soit revendu, ça, c'est de la réutilisation. Après, si vous voulez une réponse un peu plus précise, je vous invite à voir sur la page de l'ADEME. Il y a un article, une page dédiée à la différence entre réemploi et réutilisation. Ensuite, on a une question sur la réglementation sur la proportion minimale d'emballage réemployé ou réutilisé à mettre sur le marché.
Donc la question c'était est-ce que c'était un pourcentage qui concernait les emballages ménagers, industriels ou tout type d'emballage. Donc je vais laisser Laura répondre. Oui, alors pour être rapide et plus clair du moins, ça concerne uniquement les emballages ménagers, puisque les emballages, comme je le disais, professionnels, la première REP sur les emballages professionnels démarre en 2023, donc elle n'est pas concernée. Et puis, bien sûr, tout ce qui est professionnel, industriel et commercial en 2025. Donc, bien évidemment, je parlais la proportion minimale d'emballages à mettre sur le marché, ce sont les emballages ménagers. Ensuite, on avait une question sur à quel niveau IPC peut être sollicité dans la recherche de matériaux à plus faible impact. Donc là, je pense que ce sera plutôt Rémi qui va répondre. Oui, donc là, une cellule matériaux hein, qui peut travailler sur ce sujet-là, et si les questions sont posées effectivement avec cette spécialité de vue sur la réduction d'impacts environnementaux, ils sont tout à fait en mesure de répondre à vos questions. Donc là, il faut passer par le pôle matériaux. Après, je pense que ça va encore être une question pour toi, Rémi, sur quel est le spectre des matières recyclées versus matières recyclées. Donc, est-ce que pour une matière vierge, on peut toujours trouver un équivalent en matière recyclée? Alors après, il faudra regarder dans le détail de quelle matière on parle. Après, le tout, c'est de savoir si elle a été collectée, s'il y a un gisement, s'il y a suffisamment de volume. Mais sur le principe, il n'y a pas de problématique à recycler quelque thermoplastique que ce soit. Le tout, c'est de savoir s'il y a un gisement et s'il y a quelqu'un qui a identifié l'intérêt économique de collecter, massifier et de mettre à disposition cette matière recyclée. Donc, encore une fois, le pôle matériaux a de bons contacts avec différents fournisseurs et peut nous permettre d'identifier des gisements et des producteurs qui permettent de mettre en marché telle ou telle référence. C'est pour ça, du coup, la question sur le premier sondage, sur la démarche et un exemple de présentation sur un cas concret de mise en place justement du choix de matériaux et ainsi de suite, je pense qu'il a tout son sens pour bien comprendre comment IPC peut intervenir sur ces sujets-là. Alors là, on a une question sur les outils pour l'éco-conception. Donc, dans le cas où on a parlé de la phase d'immersion qui consiste à identifier grâce à une checklist les actions sur lesquelles se concentrer. Donc, la personne demande si on a un exemple, un retour d'expérience sur les actions les plus courantes retenues. Donc, est-ce que c'est par exemple souvent la fin de vie ou la consommation d'énergie, etc., qui ressortent? Alors, en fonction, donc sur la checklist, il y avait plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'elle avait cet aspect un peu de cascade sur les différents R. C'est un petit peu de la, donc ça hiérarchise un petit peu les gains qu'on peut avoir, mais aussi la complexité qu'on peut avoir à mettre en œuvre ces différents changements. Donc, typiquement, essayer de prendre en compte du recyclage ou intégrer du recyclé, ce genre de choses, c'est entre guillemets relativement simple. En revanche, passer d'une solution qui est jetable à une solution qui est réutilisable, on est déjà sur un niveau de complexité plus élevé. Donc, par définition, les solutions les plus couramment retenues, ça va être celles qui sont en bas de checklist, qui ont des gains les plus faibles, ou quand on reprend la schématisation de la value hill, qui sont du coup en bas de colline. Alors, idéalement, nous, on aimerait encourager les solutions qui sont les plus complexes à mettre en œuvre, parce que c'est celles qui représentent le plus de gains, à la fois en termes d'impact environnemental, mais souvent aussi en termes de différenciation commerciale finalement. Si vous faites quelque chose de très différent que votre concurrent sur une fonction qui était initialement identique, vous faites de la différenciation qui peut être intéressante. Voilà, c'est l'innovation par l'éco-conception finalement. Voilà, j'espère que ça vous répond. C'est ça. Ça peut être un premier pas de passer par effectivement d'intégrer la matière recyclée ou d'améliorer le recyclage des produits, mais effectivement l'idéal étant potentiellement de produire moins, et pour produire moins, d'arriver à faire cycler les produits, tout ou partie des produits,
ou alors de passer à l'économie de la fonctionnalité comme on l'a vu. Mais après, il y a des transitions qui doivent se faire au rythme de chaque structure et c'est à ça qu'il faut qu'on s'adapte. C'est pour ça qu'il y a tout le panel des solutions qui sont envisageables. On a une question sur le recyclage des plastiques. Peut-on recycler les plastiques à l'infini et quelle perte de propriété induit le recyclage? Alors, je me lance. Vaste sujet. Ça dépend de chaque plastique, mais globalement, non, on ne peut pas recycler les plastiques à l'infini. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut recycler à l'infini, d'ailleurs. Par contre, enfin, voilà, quand vous allez recycler le plastique, il est dans un flux global. Donc, c'est difficile de dire, bah oui, effectivement, si je prends cette bouteille, je vais la recycler 5 fois et puis au bout d'un moment, j'arriverai plus à faire une bouteille avec. C'est probable. Après, ça dépend, voilà, c'est pas la bouteille toute seule qui va être recyclée un certain nombre de fois, elle va être dans un volume de plastique différent, bien plus important. Donc c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Après les pertes de caractéristiques, je m'engagerai pas là-dedans. Ça dépend des matières plastiques, elles vont évoluer de manière un peu différente en fonction des cas. Mais donc il y a des études qui peuvent se faire pour voir comment on est en mesure de réintégrer quel pourcentage de matières recyclées dans le mix vierge recyclé pour différents produits. Tout ça, ça se teste pour pas faire n'importe quoi. Alors, j'ai une question sur la CV, donc je vais la prendre. Y a-t-il des préférences entre les indicateurs d'ACV ou sinon EON aussi? On peut tous les deux vous répondre. Par exemple, si tu veux, vas-y. Donc, il dit par exemple CO2 versus biodiversité. Alors, je vais juste préciser qu'en ACV, il n'y a pas d'indicateur biodiversité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs indicateurs qui ont un impact sur la biodiversité. Mais en tout cas, pour ce qui est des facteurs on appelle ça des facteurs midpoint, donc les impacts. Il n'y a pas d'impact directement de biodiversité. Ensuite, pour ce qui est des préférences entre indicateurs d'ACV, il y en a qui sont plus robustes que d'autres. Par exemple, il y a la méthode de calcul du changement climatique est réputée robuste. Mais après, il y en a d'autres. Donc, c'est bien aussi de ne pas limiter l'ACV au CO2. Et ensuite, il y a des indicateurs qui sont, par exemple, si vous faites de l'affichage environnemental, si vous prévoyez de faire de l'affichage environnemental, il y a des indicateurs qui sont recommandés par le PEF, donc ça s'appelle, c'est Project Environmental Footprint. Donc c'est un peu le référentiel méthodologique européen pour l'affichage environnemental qui conseille quels indicateurs prendre en priorité au vu de leur robustesse. Ewan, si tu veux compléter, n'hésite pas. C'était très bien. Effectivement, la robustesse peut aussi jouer sur des stades de comparaison, où typiquement, il y a des indicateurs comme l'écotox, où il faut une variation de 10 puissance 4 entre deux solutions pour pouvoir trancher et dire laquelle solution a moins d'impact sur l'écotoxicité, parce que l'indicateur n'est pas robuste. Donc voilà, et il faut faire la part des choses entre ceux qui sont très solides, comme le changement climatique qu'a cité Justine, et ceux qui sont un peu plus faibles, comme l'écotox. J'ai une question qui sera peut-être plus dirigée pour Rémi. Est-il actuellement possible de produire des pièces de haute performance, par exemple pour l'aéronautique ou l'énergie, qui soient éco-conçues? Il n'y a pas de raison, j'aurais tendance à dire. L'objectif de l'éco-conception, c'est bien de garantir la fonction première du produit et de réussir à répondre à ce cahier des charges en minimisant l'impact environnemental. Donc, le résultat ne fait pas évoluer la démarche. Donc, l'éco-conception, c'est une démarche. Le tout, c'est de réussir à déterminer la solution la moins impactante possible. Donc, on peut produire une pièce pour quelle que soit la fonction qu'elle a à remplir de manière éco-conçue. Et effectivement, la problématique de la haute performance est souvent contraignante quand on parle d'impact environnemental.
mais il y a des solutions pour avoir des gains à petite échelle, pas des niveaux d'éco-conception un peu plus bas. Donc, typiquement, avoir un thermoplastique renforcé fibre de verre, passer sur de la fibre de lin, on peut se rapprocher des performances méca de la fibre de verre, et en utilisant une fibre biosourcée, voilà, on a réduit un petit peu l'impact environnemental de la pièce. Donc c'est un premier niveau d'éco-conception. Donc on a une question sur y a-t-il dans le secteur du transport de marchandises une législation qui va venir sur les contraintes de pourcentage de matières recyclées? Et donc je vais poser cette question à Laura. Alors, en ce qui concerne spécifiquement le transport de marchandises, donc les camions, il n'y a pas, à ce que je sache, à ce genre de contraintes. Il est effectivement prévu qu'il y ait la directive, notamment qui peut être sur les VHU, qui sera revue notamment et qui sortira probablement en fin de cette année. Et également peut-être la filière REP qui est en lien, qui sera notamment peut-être amenée à revoir ses objectifs, mais pour l'instant, je ne peux pas m'engager sur cette question parce que tout simplement, il n'y a pas encore eu de contraintes sur ce secteur spécifique qui est le transport de marchandises. Ouais, donc les discussions qu'on peut avoir avec certains de nos interlocuteurs laissent à penser qu'effectivement tout ce qui est poids lourd sera intégré dans la REP VHU avec des objectifs à définir sur l'intégration de matières recyclées et autres, mais sans visibilité aujourd'hui. C'est un peu compliqué, je parle un peu à ta place Laura, mais c'est un peu compliqué d'anticiper les réglementations et de savoir exactement quels sont les objectifs qui seront fixés. Et il y a bien des lignes directrices qui sont fixées pour certains, mais pas sur tous les secteurs d'activité. Je vais coupler deux questions, parce qu'on a une question sur le recyclage de matières multicouches et le recyclage des matières biosourcées. Pour le multicouche, si je ne m'abuse pas, pour l'instant, ce n'est pas recyclable parce qu'il n'y a pas de méthode pour séparer les différentes matières. Par contre, il y a des projets de ressourcement chez IPC pour justement améliorer le recyclage de ces matériaux-là, par exemple en rendant soluble à l'eau la couche qui colle les matériaux, les couches de matériaux entre elles. Et idemment pour les matières biosourcées, il y a des matières biosourcées qui sont recyclables parce qu'elles ont le même comportement que les pétrosourcées. Mais chez IPC, on a aussi des projets de recyclabilité des matériaux biosourcés. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de référent recyclage dans ce webinaire, donc je ne sais pas si on peut pour toutes les questions spécifiques, je pense effectivement qu'il faudra les réadresser, mais globalement, sur tout ce qui est emballage ménager, les préconisations Citeo sont assez claires sur les bonnes pratiques pour justement éviter les problèmes en fin de vie. Après, si vous avez d'autres questions, d'autres problématiques côté recyclage, sachez qu'on a toujours notre ligne de recyclage à Oyonnax qui nous permet à la fois de tester vos matériaux, c'est-à-dire de mettre, par exemple, si vous faites du bidon, d'insérer un bidon dans la ligne de recyclage pour voir si il est recyclable et voir jusqu'où on peut aller, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir refabriquer le même bidon à partir de la matière recyclée et est-ce que cette matière va pouvoir s'inscrire dans les flux existants de Citeo notamment. Donc pour ça peut être à voir avec nos équipes en interne sur la partie recyclage. Après, en amont, si vous avez des problématiques plutôt côté matières premières recyclées, vous pouvez aussi, si vous voulez vous faire certifier, vous renseigner sur la certification qu'on a fait en collaboration avec le LNE pour réaliser les audits au sein de l'entreprise sur l'intégration de matières premières recyclées donc, dans l'entreprise elle-même ou directement sur la ligne de production dans le produit pour pouvoir
notamment spécifier sur le produit qu'il y a tant de pourcentage de recyclé, par exemple. C'est intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de questions qui sont très spécifiques et donc n'hésitez pas à nous recontacter en direct pour identifier vraiment le besoin précis auquel vous souhaitez avoir des réponses et on verra comment on est en mesure d'aiguiller au mieux vos demandes pour être capable de vous apporter une réponse plus spécifique. Tout à fait, Rémi. Je reprends la parole. Nous avons beaucoup de questions. Ça ne sera pas possible de répondre à toutes ces questions maintenant, donc on peut revenir vers vous par la suite. Il y a beaucoup de questions sur le recyclage, donc on vous préparera des choses aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube. Il y a pas mal d'interviews de notre responsable matériaux, justement, qui parle de recyclage et de la ligne de recyclage. Donc, ça peut être, voilà, vous pouvez trouver des éléments qui apportent des réponses à vos questions. Je pense qu'on peut conclure. Rémi, qu'en penses-tu? Effectivement, ce que je retiens, c'est globalement beaucoup de questions très précises. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà interrogé sur ces problématiques et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et comme je vous le mentionnais, n'hésitez pas à revenir vers nous avec des questions très précises qu'on sera plus à même, auxquelles on sera plus à même de répondre en détail par la suite. Ok, super. Merci à tous pour cette présentation qui a permis de faire un tour d'horizon complet sur le sujet. À toutes les personnes qui nous suivent, les internautes aujourd'hui, je vous invite en fait à vous inscrire à notre newsletter. En fait, tous les mois, nous publions un webzine. Et donc, le numéro de septembre sera publié cet après-midi. Donc, si vous voulez faire partie de la liste de diffusion, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ct-ipc.com. Vous descendez tout en bas de la première page, la page accueil, et vous avez un petit champ pour compléter votre adresse email. Donc, faites-le, n'hésitez pas. Pour aller plus loin sur cette thématique d'économie circulaire, de recyclage, de conception, d'éco-conception, on vous donne aussi rendez-vous le 15 novembre à IPC Oyonnax. Donc, on a une grande journée dédiée justement à toutes ces thématiques-là, économie circulaire, industrie du futur. Donc, vous pourrez venir avec vos problématiques et échanger avec nos experts. Il y aura aussi des démonstrations, des visites du laboratoire notamment et de la ligne de recyclage. Donc, réservez votre journée et venez à Oyonnax. Il y aura plein de choses à découvrir. Et puis, si vous êtes intéressé par le marché des jeux et jouets, on a bientôt un webinaire organisé par notre équipe de veille technologique. Donc, c'est le 20 octobre à 16h. Voilà. Surveillez votre boîte mail, vous serez informé de tout ça. J'ai fait ma petite page de publicité. Je vous remercie tous, autant l'équipe économie circulaire d'IPC que vous participants. Et je vous dis à très vite. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.